C'est l'heure du grand dossier. Soyez bien évidemment les bienvenus sur LCI avec aujourd'hui cette question, cet enjeu Poutine. Les scénarios d'une chute. Le leader du Kremlin n'a plus que 3 ans devant lui. C'est percutant, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est une information du magazine Forbes. 2 scénarios de fin de partie. Le premier, le tuer rapidement, puis se battre pour le pouvoir. Le deuxième, monter un procès spectacle, lui coller tous les péchés du régime sur le dos, laisser les élites s'en tirer à bon compte. C'est l'option Ceausescu. On vous dit tout de ce qu'il faut savoir et puis bien sûr on en débat. Et s'il y avait déjà des signaux personnels du déclin du patron du Kremlin ? On vous raconte que terrifié à l'idée de voir détruire par une attaque de drone sa maison de vacances, il l'aurait tout simplement démontée. Il exfiltrerait ses yachts et il va augmenter la sécurité pour la 4e fois autour de lui depuis le début de la guerre. La peur est-elle en train de changer de camp militairement ? Quelle est la réalité ? Les 3 indicateurs très concrets à suivre d'une Russie qui perd ses moyens sur le terrain, défense aérienne trouée, recul, perte de plus en plus lourde. Vladimir Poutine prisonnier de sa guerre, c'est la une de Courrier international. Mais attention, la bête blessée est-elle en train de se réveiller ? Frappe contre des stations-service ukrainiennes. Et cette affaire mystérieuse qu'on vous raconte également. La Russie a fermé plusieurs points de passage frontaliers avec 3 pays de l'OTAN. Prépare-t-elle le coup d'après ? Le grand dossier, c'est parti. Quels sont les scénarios de la chute de Poutine ? Surtout quand l'Ukraine semble plus confiante que jamais et promet bien des surprises. Regardez. Nous allons maintenant transmettre à nos adversaires les salutations des services de sécurité ukrainiens, plus que 45 minutes avant le lancement, et demain, on pourra lire les résultats dans les journaux. Et pour tout comprendre, pour tout décrypter, je suis ravie de retrouver sur ce plateau Elisabeth Shepard-Selam. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Maîtresse de conférence à l'Université de Tours, vous êtes spécialiste des questions de défense et de sécurité. Bonjour à vous Bernard Lecomte. Bonjour. Je suis ravie de vous retrouver. Il y avait bien trop longtemps. Vous avez été journaliste, vous êtes l'auteur des Secrets du Kremlin aux éditions Perrin et du livre à paraître le 21 août prochain, La chute de l'Empire rouge, de la guerre froide à Vladimir Poutine aux éditions Perrin également. Colonel Père de Jong, je suis ravie bien sûr de vous retrouver également. Vous êtes consultant défense et géopolitique pour LCI et ravi de vous retrouver tout beau dans son costume. Xavier de Giacomoni, éditorialiste international LCI, et nous serons rejoints dans cette émission par Jean-François Bureau, ancien secrétaire général adjoint de l'OTAN. Selon Forbes, donc, Poutine pourrait rester encore 3 ans à la tête de la Russie. Ou alors seulement 3 ans, pourrait-on dire, pour lui. Et puis après, la chute. Alors, quels sont les scénarios, justement, de la chute ? On va voir ça ensemble avec Xavier de Giacomoni. Xavier, pour commencer, quelles seraient les raisons d'une destitution de Vladimir Poutine ? Alors, les raisons, elles commencent à s'accumuler. Il y a d'abord, évidemment, la Crimée, qui est sous le coup d'une sorte de blocus, d'embargo de la part des Ukrainiens. Ils ont détruit la plupart des ponts qui se situent ici, qui relient la Crimée à la zone occupée ukrainienne par les Russes et par lequel arrivait la plupart du ravitaillement, et notamment les hydrocarbures, l'essence, le gasoil, pour les civils bien sûr, mais aussi pour l'armée. Vous savez qu'on a longtemps considéré que la Crimée en fait était une sorte de porte-avions, de base arrière pour les Russes dans leur guerre dans tout ce sud de l'Ukraine. Et en fait, il reste aujourd'hui le cordon ombilical entre la Crimée et la Sainte-Russie, comme le veut Vladimir Poutine, le pont de Kerch, qu'on a surnommé aussi le pont de Poutine. Donc là, on a déjà un abcès de fixation qui est très très fort. Et puis, on l'a dit tout le long de la journée, depuis plusieurs jours, on l'a dit hier, il y a toutes ces raffineries qui sont visées dans toute la Russie et qui privent les citoyens russes d'essence. Alors ça, évidemment, c'est extrêmement embêtant pour se déplacer au quotidien, mais pour l'armée, c'est fondamental. S'il n'y a plus de carburant, grosso modo, il n'y a plus de guerre. Donc évidemment, c'est extrêmement compliqué. Et comme l'histoire russe le démontre depuis au moins 1917, et puis la guerre d'Afghanistan aussi, les dirigeants qui sont perçus comme faibles en Russie sont très rarement
pardonner. Alors il y a le ras-le-bol de la population sur les pénuries de carburant. Il y a aussi, vous savez, ces menaces proférées par les soldats, notamment ce sergent-chef vétéran de l'armée russe en Ukraine qui a lancé un avertissement à Vladimir Poutine. Si jamais les choses ne changent pas, eh bien nous allons marcher sur le Kremlin. Alors pour le moment, on voit c'est un peu un soldat d'opérette qui profère des menaces tout seul. Depuis, il a été arrêté, il a été suivi par quelques camarades, mais cela n'est pas allé bien loin. Mais on sent bien qu'il y a une tension qui monte et qui est très forte. Mais le plus grave pour Poutine, Amélie, à mon avis, ce sont les Siloviki, les oligarques, tous les hommes en fait autour de Poutine qui ont largement profité de son système, qui eux commencent vraiment à se dire que ce n'est peut-être plus, pardonnez-moi l'expression, le bon cheval et qui pourrait se retourner contre lui, contre sa guerre, contre ses frasques, parce que là, on parle en centaines de milliards de dollars, on ne parle pas de quelques litres d'essence. Alors comment Vladimir Poutine pourrait être amené à quitter le pouvoir ? Quels sont ces scénarios de la chute ? Alors, nous sommes en Russie, donc on va commencer par le plus simple. L'élimination, ou alors l'accident stupide, Vladimir Poutine qui tomberait par exemple d'une fenêtre. Pour le moment, on est dans le roman noir, on est dans l'histoire, on n'en sait strictement rien, d'autant plus que Vladimir Poutine est extrêmement bien protégé. Il a fait augmenter récemment, notamment, le nombre de personnes autour de lui, le nombre de personnel au sein du FSO. Mais justement, la faille est peut-être là, peut-être une trahison parmi ses gardes du corps, parmi ses proches. Récemment, l'un de ses amis, Sergueï Ivanov, est mort dans des circonstances qu'on a vraiment peine à élucider à ce jour. On voit d'ailleurs ici, c'était lui, Ivanov, et on va voir Poutine à ses obsèques. Le Kremlin n'a donné aucune explication. Ivanov était considéré comme l'un de ses successeurs potentiels. Alors, pour les oligarques, le mieux, ce serait d'organiser une transition, pas forcément tout à fait en douceur, mais dans une relative discrétion. Un Poutine mis au rencard, le tsar du Kremlin mis au rencard, c'est l'option donc des oligarques qui deviennent de plus en plus audibles. Récemment, le PDG de la plus grande banque de Russie, Sberbank, a appelé à une fin très rapide de la guerre. Hermann Greff a osé critiquer le Kremlin. Il n'a certainement pas agi seul. Derrière lui, on peut imaginer Igor Sechin, le PDG de Rosneft, ou encore Alexei Dioumine, qui a été le garde du corps de Poutine, mais qui a aussi été vice-ministre de la Défense. En fait, ce que ces oligarques redoutent, c'est que de plus en plus, Poutine veuille leur faire financer sa guerre. Ce sont eux qui payent maintenant que les finances de la Russie sont au plus bas. Merci beaucoup Xavier de Giacomoni. Donc c'est Forbes qui avance ça, c'est assez spectaculaire. Il lui resterait 3 ans à Poutine à la tête du pouvoir avant la chute. On va revenir sur la chute, mais d'abord 3 ans et puis s'en va. Bernard Lecomte. Alors 3 ans, pourquoi pas 4, pourquoi pas 2 ? Franchement, ça fait quand même presque 5 ans qu'on a exactement le même raisonnement sur exactement les mêmes structures. C'est-à-dire qu'on sait bien qu'en Russie, ça n'est pas la population qui descend dans la rue et qui renverse le régime. Ça n'existe pas. Ça fait 5 ans qu'on dit ça fait 5 ans qu'on le constate. Il y a d'ailleurs, maintenant que la population est plus au courant qu'avant, elle sait aujourd'hui, tout le monde sait en Russie ce qui se passe. Eh bien, malgré tout ça, il y a plutôt moins de personnes dans la rue qu'il y a 5 ans au début de la guerre. Et ces 800 000 jeunes qui sont partis immédiatement, aujourd'hui, ils vont pas revenir. Et encore une fois, n'attendons rien de la rue. Deuxièmement, le coup d'État militaire, pas question, c'est pareil, ça fait 5 ans qu'on répète que l'armée russe, elle obéit. Ça n'est pas une armée qui se révolte, ça n'existe pas un putsch militaire dans un pays comme la Russie. Ensuite, les oligarques. C'est vrai que les oligarques ont tout à perdre depuis le premier jour. Mais s'ils ne sont pas révoltés jusqu'à présent, et si un certain nombre d'entre eux sont bêtement défenestrés de tel hôtel ou de tel bateau, c'est pas un hasard. Les oligarques sont aux ordres. Et il n'y a pas de raison que ça change. On n'imagine pas une révolte des oligarques. En revanche, comme ça vient d'être dit, la bonne hypothèse, c'est l'entourage. C'est l'entourage de Poutine, donc non pas les oligarques, mais les 40 types qui se partagent le pouvoir depuis 30 ans. Ces 40 types septuagénaires qui dirigent les organes, le FSB, le GRU, etc. C'est là que ça se passe. Et notamment, si je peux moi me permettre modestement une toute petite hypothèse. Bien sûr.
la différence de génération entre tous ces septuagénaires-là et une couche qui arrive maintenant de responsables du GROU, du FSB et autres services qui ont 45 ans et qui n'ont pas du tout l'intention que leur vie s'arrête de l'année prochaine. Et eux pourraient faire tomber Poutine ? C'est là qu'on n'en sait rien. Personne ne sait ce qui se passe dans ces couloirs-là, mais s'il y a quelque chose qui peut peut-être reproduire le schéma de l'éviction de Khrouchtchev en 64 ou de l'éviction de Gorbatchev en 91, c'est-à-dire qu'à un moment où le grand chef est quelque part dans sa villa, quelque part, il y a des gens qui le débranchent. Et là, il suffit d'être une quarantaine avec des gens de bureau qui vont, dans l'anonymat total, procéder à ce changement de régime. Mais encore une fois, ça sera de l'intérieur. Et probablement par la génération plus jeune. D'accord, bon passionnant. Et Elisabeth Schepard-Sem, je vous voyais acquiescer vivement, allez-y. Non mais il y a plusieurs choses, je pense qu'on a cette tendance, alors effectivement ça fait un moment qu'on dit qu'il pourrait tomber, qu'il y a, on va dire de l'eau dans le gaz dans l'eau, mais les Russes ne fonctionnent pas comme les Français, par exemple, qui prennent la rue. Enfin, un peu comme les Américains non plus, ne prennent pas la rue de la même façon que les Français. Donc, un changement qui sera un soulèvement populaire, j'y crois absolument pas. Je trouve que c'est intéressant parce que ce que vous dites, c'est à la fois cette différence générationnelle. On est face à des septuagénaires qui ont le pouvoir, et donc il y a à la fois cette question de la guerre, mais il y a aussi cette question, enfin on va dire, de conflit d'intérêts. À un moment, on a envie d'avoir le pouvoir, et ça aussi, c'était une très grande motivateur qu'on a vu dans d'autres séquences de l'histoire russe, et pas seulement russe, pour renverser des gouvernements. Donc ça, c'est qui pourrait le faire tomber, de l'extérieur, de l'intérieur, mais le comment maintenant, sur les scénarios de la chute. Forbes décrit encore une fois plusieurs scénarios possibles pour cette chute. Premièrement, le tuer rapidement, puis se battre pour avoir le pouvoir, ou le procès spectacle. Comme je le disais en introduction, lui coller tous les péchés de ces dernières années sur le dos pour pouvoir derrière s'en tirer à bon compte, et c'est ce que Forbes ou d'autres appellent l'option Ceausescu. Vous êtes d'accord avec l'un de ces deux scénarios ? Il y en a un qui pour vous tient la corde d'ailleurs ? Pas du tout. Je ne le sens pas du tout. On n'est pas en Roumanie. On n'est pas dans un petit État totalitaire où un petit groupe va plomber l'action d'un autre petit groupe. On est en Russie. C'est une des plus grandes dictatures du monde. On sait depuis des décennies maintenant qui la dirige, comment, avec quels outils. On n'imagine pas un procès de Vladimir Poutine. Pour moi, c'est complètement exclu. Rappelons-nous que dans ce pays pourtant tiraillé et parfaitement fracturé de partout en ce moment, il va y avoir des élections en septembre. On n'en est pas du tout au grand procès et à tirer les uns sur les autres. Pas du tout. C'est la Russie. C'est l'Empire russe. Alors qu'il y ait, comme au temps du tsar, des boyards qui prennent les coups à la place du tsar, oui, ça, on va assister à ça. Il y a déjà beaucoup de gens qui sont virés dans l'armée. Il y a des gouverneurs qui sont virés aussi. C'est comme ça que ça se passe. Mais attendez, Ceausescu, non. J'adore votre passion. Non mais je pourrais vous écouter comme ça longtemps, mais vous le savez, j'adore. Allez-y, colonel. Alors deux choses. La première chose, en fait, il faudrait le Beria du moment. C'est vrai que Beria voulait prendre le pouvoir, il l'a jamais pris, parce qu'en fait, c'est Khrouchtchev qui l'a pris au moment de Staline. Donc, si un Beria existe, c'est peut-être lui qui pourra faire. C'est la même génération, au passage. Que je sache, en Russie, le pouvoir ne se rajeunit jamais, sauf avec Poutine. Poutine est arrivé en 2000, il a remplacé Yeltsin, il y avait une différence de génération. Premier point. Le deuxième point, ça c'est un regard très pragmatique. Je pense qu'on vend la peau de l'ours un peu rapidement. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui ils sont en difficulté. Le discours de Poutine est un discours plutôt, je dirais, mi-figue mi-raisin. On le voit depuis 2-3 jours. Il estime qu'il y a des problèmes, etc. Pourquoi je dis ça ? Parce que dans l'armée russe, vous avez deux armées. Vous avez l'armée des moujiks qui se fait étriller sur le front, 30 000 morts tous les mois, etc. Il peut y en avoir 25 000 ou 50 000. C'est pas très important. Et puis vous avez une armée extrêmement sophistiquée sur laquelle je travaille depuis des années, qui est une armée nucléaire, une armée de missiles, une armée de sous-marins qui est extrêmement puissante. Pourquoi aujourd'hui les armées européennes considèrent qu'il faut continuer de s'armer ? Pourquoi le chef d'état-major français dit « Faites attention, il y a une menace potentielle à 2 ou 3 ans ». Parce que cette armée-là n'a pas été touchée. Elle n'a pas été engagée. Il n'y a que l'armée des bougies, l'armée de terre, les gros bataillons qui ont été envoyés. Mais l'armée sophistiquée n'a pas été engagée. Et cette carte, je ne sais pas s'il va la jouer ou il la jouera ou pas. S'il la joue, on va changer de modèle, parce que là, pour le coup, c'est une déclaration de guerre, c'est extrêmement fort, les Ukrainiens vont souffrir.
souffrir. Maintenant, c'est pas dit qu'il puisse le faire. À 73 ans, il a peut-être pas envie de mourir comme Ivanov, malheureusement, qui avait le même âge que lui, exactement le même âge, de Saint-Pétersbourg, etc., etc. Donc on est sur un modèle, pour l'instant, je dirais qu'on n'est pas sûr du tout que cette séquence, je dirais, de destruction de Poutine joue. Ceci étant dit, on a le droit de faire des scénarios et d'imaginer un changement potentiel du pouvoir en Russie. C'est vrai qu'on a le droit de se poser toutes les questions, mais ça fait du bien de remettre l'église au milieu du village. Parmi les spécialistes qu'on interroge, la chute de Poutine va de quelques 6 mois à jamais, en fait. Jamais. Non, l'éventail est très très large. Aujourd'hui, il est très tôt pour en déduire quelque chose. On doit se poser quand même la question. Et il peut mourir de mort naturelle aussi. Voilà. Ça, c'est autre chose. Alors, vous avez parlé de séquence. Moi, j'ai justement une séquence à vous montrer. Lors de la réunion du Conseil de fédération, aujourd'hui, le sénateur de la région de Tomsk, un sénateur, donc, Victor Kress pour le signer, il agissait au nom des travailleurs agricoles. Il a soulevé, il a eu, je ne sais pas, certains diront le courage de soulever la situation catastrophique concernant l'approvisionnement en carburant de l'industrie. Regardez. Chers collègues, les travailleurs agricoles m'ont demandé d'évoquer la situation catastrophique concernant l'approvisionnement en huile moteur du complexe agro-industriel. Sans huile moteur, tout va s'arrêter. Nous perdrons tout ce que le pays tout entier a mis tant d'efforts à construire au sein du complexe agro-industriel ces dernières années. Merci. Merci Viktor Melchiorowicz. Mais je vous prie de ne pas dramatiser la situation. Il est vrai que la situation est compliquée et difficile. Le président de notre pays a tenu une réunion sur la garantie de l'approvisionnement en essence, en kérosène et en gazole pour l'agriculture. Cela prendra du temps, mais je suis convaincue que la situation sera résolue. Vous avez raison, Elisabeth, on peut peut-être s'inquiéter pour la santé maintenant de ce sénateur. Mais le fait qu'un sénateur prenne la parole, enfin, ce que ça nous dit du sérieux de la situation quand même en interne, je rajoute une petite pièce comme ça, la confiance envers Poutine aurait chuté de 69 à 69%, pardon. C'est son niveau le plus bas depuis le début de la guerre. C'est un sondage qui a été publié par un institut proche du Kremlin, donc ce qui interroge toujours sur l'opportunité de le voir filtrer. Mais tout de même, ce genre de séquence en Russie... Oui, en Russie, mais vous savez, en Russie, comme dans tous les pays modernes où les gens utilisent leur voiture, vous étiez trop jeune, vous, mais en mai 68, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça a été quoi le grand basculement de mai 68 ? C'est quand il n'y avait plus d'essence dans les pompes à essence. C'est là où mai 68 a basculé, rappelez-vous. Mais est-ce qu'on peut comparer ça avec la Russie ? Parce que d'un seul coup, trop c'est trop. La bagnole, dans tous les pays modernes, est-ce qu'on peut imaginer des gilets jaunes russes ? Alors non, parce que déjà, il y a 4 à 5 000 gilets jaunes qui sont déjà en tôle. Tout le monde le sait. Ces gens-là ont un mal de chien à communiquer aujourd'hui. Il n'y a plus les petits groupes qui existaient naguère. C'est tragique ce qui se passe pour tous les prisonniers politiques, pour tous ces jeunes qui se sont battus. C'est très compliqué. Donc tout le monde le sait, ça. Tout le monde le sait et personne n'a envie de faire 15 ans de tôle. Il se passe quelque chose de profond et d'important, mais qui, selon vous, ne peut pas déstabiliser le pouvoir en place pour autant. Pour le moment, en tout cas, ça s'exprime dans les réseaux sociaux, sur les écrans de télé, au téléphone, etc. Est-ce que ça peut déborder davantage ? Je n'en sais rien, j'ai pas de boule de cristal. Mais encore une fois, n'oublions pas que la différence entre nos pays, justement, et la Russie, c'est le formidable appareil répressif. Faut quand même pas le négliger. Alors, il y aurait aussi, ça c'est la grande musique qui monte, déjà des signaux plus personnels du déclin de Vladimir Poutine. Il raserait sa maison secondaire parce qu'il serait terrifié à l'idée de l'avoir détruite. Ça, c'est vraiment la dernière rumeur qui se propage, comme une traînée de poudre chez les observateurs du conflit. C'est Xavier de Giacomoni qui va nous raconter justement cette musique qui est en train de monter. Xavier, où serait cette maison et que sait-on de cette résidence au cœur des discussions ? Alors cette maison, elle se situe à proximité de la ville de Valdai. C'est une région de lacs, de bois, c'est magnifique. On aimerait y passer des vacances. C'est donc une datcha dans la mode russe et même c'était très soviétique. C'est la datcha préférée de Vladimir Poutine. C'est là où sa famille est le plus souvent possible. Elle est à 360 km de Moscou. Ça lui permet d'y être extrêmement souvent. Un vaste domaine, idéalement
parfaitement situé entre deux lacs. Ce qu'on voit là, ce n'est pas la maison principale. Ce grand bâtiment, ce n'est simplement que le spa. Il y a un héliport, il y a plusieurs villas, il y a des tennis, des piscines évidemment, et de nombreuses annexes abritant le personnel et le service de sécurité du président. Récemment d'ailleurs, de nombreux systèmes antiaériens Pantsir S1, ce qu'on fait de mieux en Russie, y ont été déployés. Là, on voit la villa, voilà. Là, ça, c'est la villa, c'est là où réside Poutine quand il y est. Donc, je vous le disais, les systèmes antiaériens Pantsir S1 ont été déployés pour lutter contre la menace des drones ukrainiens. Preuve que Vladimir Poutine ne se sent pas tout à fait en sécurité. Mais vous voyez, cette villa somptueuse, c'est la dacha de Poutine. Et plus qu'une résidence secondaire, il y est très très souvent pour travailler à ses dossiers. Et donc, cette rumeur qui se répand comme une traînée de poudre, pour se protéger des attaques, Poutine aurait fait disparaître cette villa. Une rumeur propagée par un groupe de cyberactivistes ukrainiens qui publie cette information et cette photo. On voit là une villa, ça c'est avant, c'était en mai 2025 et maintenant, en 2026, eh bien, vous voyez, il y a un tas de gravats ici. En théorie, il n'y a plus la villa. Alors, Vladimir Poutine aurait-il peur à ce point des drones ukrainiens pour lui-même faire dynamiter, raser sa villa avant que les Ukrainiens s'en chargent? Eh bien, ça s'est pas tout à fait passé de cette manière-là. En fait, c'est une autre villa qui a été rasée, la résidence historique des dirigeants de l'URSS. Gorbatchev y a séjourné à plusieurs reprises dans les années 80. Elle est tout au nord là-bas et Vladimir Poutine, lui, n'y a jamais mis les pieds. Elle a été construite entre 1934 et 1939 et elle menaçait visiblement depuis le temps de s'écrouler. Vladimir Poutine, lui, il séjourne la plupart du temps. Ah, on l'avait, voilà. Alors, soit dans cette villa, je la voyais plus, et dans une autre villa qui est plus au sud. En fait, il brouille un peu les pistes. En revanche, il y a quelque chose d'extrêmement étonnant. Toutes ces images ne m'ont pas été fournies par un service de sécurité, par un service secret. Ce ne sont pas les Ukrainiens qui m'ont donné toutes ces photos, ni même la DGSE ici en France. Non, toutes ces photos, vous les trouvez tout simplement sur Google Maps. Preuve que, visiblement, pour les Russes, la sécurité n'est peut-être pas la première des préoccupations, en tout cas pas sur Internet. Merci beaucoup Xavier de Giacomoni. Au-delà de cette histoire, encore une fois, le récit de ces derniers jours, c'est surtout de s'interroger sur la parano, la trouille, la peur, voire la panique du côté de Vladimir Poutine. Vous souscrivez à ce scénario d'une peur poutinienne? Probablement oui. On voit d'ailleurs, à chaque fois qu'on le voit filmer, on voit quand même qu'il est moins à l'aise qu'avant. Son langage est quand même tout à fait étonnant. Maintenant, là encore, soyons précis. Vous voyez l'affaire de la villa, tout ça est possible. Mais par exemple, l'autre palais de Poutine, au-dessus de Novorossiysk, sur la mer Noire, est beaucoup plus vulnérable, puisque tout près de l'Ukraine. Et d'ailleurs, la résidence des présidents de la Fédération de Russie à Sotchi, qu'il aurait pu occuper, avait été rasée elle aussi. Donc il y a une tendance à raser en fait un peu les signaux du passé. Alors, finalement. C'est là où il faut être prudent, parce que, encore une fois, est-ce que c'est la paranoïa de Poutine? Est-ce que c'est les services qui estiment que là, il faut faire quelque chose, là pas? Ou est-ce que c'est aussi des rumeurs compliquées? Encore une fois, on est en Russie, hein. Soyons Mais toutes ces villes-là, on les trouve très facilement sur Internet. Ce que je disais tout à l'heure, ça paraît très étonnant. Mais alors, ce que j'ai découvert, moi, c'est que sur certains clichés justement satellites, il y a des endroits qui sont floutés. Et ils ne le sont plus maintenant parce que, justement, parce qu'ils étaient... Ça a attiré l'œil des Ukrainiens. L'œil des Ukrainiens. Et donc, on a arrêté de flouter certains sites. Vous voyez que c'est quand même très compliqué. Mais la peur est en train de changer de camp? Parce que c'est ça tout l'enjeu du moment. S'il y avait une question en ce moment, c'est la peur est-elle en train de changer de camp? Et si oui? Indéniablement, les opérations ukrainiennes déstabilisent le pouvoir russe. Ils sont extrêmement surpris, c'est extrêmement massif, ça s'inscrit dans la durée, 40 jours dit Zelensky, donc ça c'est un vrai sujet. Très concrètement, les Russes n'étaient pas prêts. Ils étaient prêts à une autre guerre, pas celle-là, donc ils sont perturbés, alors il faut trouver la solution. Et ils vont la trouver. Le problème c'est qu'on pense que ça va s'arrêter demain matin. Je pense pas, je pense que 40 jours sera le maximum du maximum, mais c'est vrai qu'il faut trouver une solution assez rapidement et
il faut le dire, les Ukrainiens sont extrêmement inventifs et en fait ils marquent des points, plein de points sur le terrain, ils marquent des points. On va en parler militairement, on sera devant l'écran ensemble dans quelques instants, colonel, parce que ça se concrétise en effet. Elisabeth, sur cette question de la peur, panique, potentiellement... La peur, la paranoïa de Poutine, on se rappelle quand même, ça date pas non plus de ces 40 jours. On se rappelle le 9 mai, à ce défilé qui n'était pas à la hauteur de ses attentes habituelles, où il n'y avait pas toute la panoplie des armes. Jérôme Garot racontait un peu cette paranoïa, la coupure d'Internet, cette bulle qui a été créée pour être sûr qu'il était protégé de drones ukrainiens qui pourraient tomber, mais aussi en interne, cette inquiétude peut-être qu'il y aura quelqu'un qui veut sa peau. Je pense qu'il y a... Alors, il n'est pas parce qu'il est aussi agent du KGB et je pense qu'on les entraîne quand même à s'inquiéter. C'est une première nature. Oui, c'est pas la seconde, c'est la première. C'est sa première nature. Maintenant, même les paranos ont quand même des ennemis et je pense que là, aujourd'hui, effectivement, je pense que ces histoires de raser Valdai, on a plutôt parlé de renforcer Valdai avec ses pantsir et de mettre sa famille pour se protéger. Donc c'est tout le problème parce que les pantsir qui sont à Valdai ou auprès de sa propriété au nord de Sotchi ne sont pas à Moscou, ne sont pas auprès des raffineries. Sachant qu'ils en ont 200. Donc, oui, c'est ça, ils en ont pas beaucoup. On apprend qu'une raffinerie a été frappée à 2500 km du départ du drone en Ukraine à Omsk, extrêmement important. Et vraiment, oui, il y a de quoi être parano, il y a de quoi être très inquiet, et on sent cette inquiétude monter fortement au sein du pouvoir russe. Et il y a un autre élément qui alimente ce récit de la panique russe, en tout cas de la panique du Kremlin, une histoire de super yacht. Le super yacht de Poutine qui réapparaîtrait au Danemark après 3 ans, il s'appelle le Graceful. Il avait disparu des radars depuis le début de la guerre en Ukraine en 2022. Alors on parle aussi maintenant d'un autre navire qui met le cap sur Bodrum, le Victoria cette fois, mais sur ce Graceful qui lui surprend parce qu'il a disparu des radars pendant un bon moment. On est sur je voyais ça dans un article, simple voyage ou opération secrète. On est peut-être en train de romancer un peu l'affaire, mais bon, autant se poser la question. Oui, non, je crois qu'il ne faut pas non plus sombrer dans le roman d'espionnage. Il se dit même qu'il exfiltrerait, qu'il mettrait à l'abri ses yachts, etc., sa famille. Il aurait pu y avoir sa femme à bord de Graceful, on n'en sait rien en fait. Et ça me paraît une hypothèse beaucoup plus simple, en effet. Parce que ces yachts, une fois qu'ils sont dans les eaux européennes, ne craignent plus rien. Personne ne va envoyer un drone sur un yacht. Ils peuvent être saisis en revanche. Qui mouille à Monaco. Allez-y. Ils peuvent être saisis si jamais. Alors, oui, c'est ça. Mais ça, c'est des affaires. C'est du business, c'est de la négociation. Le vrai danger, pour un paranoïaque notamment, c'est le drone qui file sur le yacht. Et là encore, dans ces yachts, il y a toujours une fille de Poutine, un fils de Peskov, un fils de Lavrov, ce qui me fait d'ailleurs, pour ma part, écarter l'hypothèse nucléaire, par exemple. Parce qu'on ne lance pas une bombe nucléaire sur tous les enfants de la nomenclatura de Poutine. Or, à Londres, à Paris, à Biarritz et sur la Côte d'Azur, c'est plein d'enfants de ces gens-là. Donc ils vont pas envoyer des bombes sur ces endroits-là. Donc là encore, il faut pas trop romancer les choses. On va voir. Honnêtement, j'en sais rien. Ce yacht, il sert justement à emmener un certain nombre de gens d'un point A à un point B. Bon, on verra. Alors en revanche, ce qui semble beaucoup plus crédible et concret, c'est que Poutine va augmenter les effectifs du service fédéral de protection pour la 4e fois depuis le début de la guerre. Les sources proches du dossier avaient indiqué auparavant, et on vous en avait parlé au Financial Times, que les services avaient considérablement renforcé cette sécurité déjà autour de Poutine ces derniers mois. Selon ces sources au Kremlin, on craint de plus en plus que Poutine ne soit la cible d'assassinats, etc. Bon, ça c'est tout de suite un peu plus concret tout de même. Oui, là c'est plus concret, effectivement. Après, c'est un chef d'État, qui a beaucoup d'ennemis. Il me semble assez nécessaire parfois de renforcer. On a vu, moi je me souviens, je crois que c'était à Justin Trudeau, l'ancien Premier ministre canadien, qui avait touché Poutine, et on a vu tout de suite le garde du corps intervenir. Il est très très bien protégé depuis très longtemps, et je pense que ceux qui sont le plus proches de lui ne changent pas, mais aujourd'hui effectivement il doit peut-être renforcer sa sécurité. Et donc non, allez, j'avance parce que Jean-François Bureau nous attend. Jean-François Bureau, ancien secrétaire général adjoint de l'OTAN, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le bienvenu sur ce plateau. Bon, juste ici, là, c'est pas mal. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc vous le savez, vous l'avez compris, la question que je vais vous poser, c'est de savoir si désormais la peur a changé de camp. Mais d'abord, on a voulu savoir quelle était
la réalité de tout ce qu'on se dit sur le terrain militaire. Quel est l'état militaire de la Russie ? La Russie est-elle militairement à genoux ? 3 indices d'une Russie qui, sur le front, est en train de vaciller. C'est le colonel qui m'accompagne devant l'écran. Colonel, les pilotes ukrainiens se vantent, ça c'est le premier point, les pilotes ukrainiens se vantent d'avoir créé un corridor vers Moscou. Alors indéniablement, on sait que le système anti-aérien russe est très performant. Comment, avec des drones qui volent extrêmement bas, extrêmement doucement, comment rentrer jusqu'à Saint-Pétersbourg et jusqu'à Moscou ? En fait, on a la solution, elle a été dévoilée par les Ukrainiens eux-mêmes. En fait, vous avez un système de radar qui détecte l'ensemble des menaces aériennes qui arrivent sur les grandes villes. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont ouvert un corridor, ils ont détruit systématiquement l'ensemble des radars qui détectent l'arrivée des drones, ils ont créé un couloir. Et dans ce couloir, vous engouffrez une quantité X de drones, c'est ce qu'ils font toutes les nuits. Et j'imagine que régulièrement, il faut une deuxième salve et hop, on remet ça. Et en fait, ça passe par Briansk. Quand vous regardez une carte, vous avez une espèce d'axe incroyable qui remonte en direction du nord-est par Briansk. Vous avez l'Ukraine, Briansk, et sur Moscou directement. Et après, vous avez un peu plus loin sur Saint-Pétersbourg. Donc tout ça, c'est bien organisé, c'est facile à faire, c'est pas très compliqué. D'autant que ces radars sont connus, ils émettent des ondes, donc c'est facile à détruire. Donc la défense anti-aérienne russe est trouée. Alors elle est trouée à un ou deux endroits. L'erreur que les Ukrainiens faisaient avant, c'est qu'en fait c'était tous azimuts. Donc il y avait une espèce de montée en puissance d'essaims de drones, mais qui étaient détruits, puisqu'en fait les radars n'étaient pas détruits. En fait, ils ne tirent pas sur les batteries de missiles qui tirent sur les drones, ils tirent sur les radars qui détectent les drones qui rentrent dans le pays. C'est extrêmement intéressant. Ils ont un couloir, ça suffit, et c'est comme ça qu'on rentre dans le dispositif. Le deuxième point, colonel, des difficultés russes sur le terrain, l'armée russe n'avancerait plus. Alors ça fait 2 ans que ça se passe. Hein. Globalement, Syrskyi l'a dit très concrètement il y a quelques jours. Il a dit les conquêtes territoriales aujourd'hui s'évaluent à 670 km². Ça fait donc 1 km sur 600 km. C'est pas énorme. Voilà. Pour les Russes ou pour les Ukrainiens, est-ce que vous pouvez préciser pour Alors, ça c'est pour les Ukrainiens. Voilà. Les Ukrainiens ont gagné un petit peu de terrain. On imagine que ça et là ils ont récupéré un peu de terrain. Donc c'est ça l'info de ces dernières heures, c'est que les Ukrainiens revendiquent quand même avoir pris un peu de terrain. Ils avancent un petit peu. C'est-à-dire les Russes progressent également de leur côté. 600 km², c'est pas significatif. Mais c'est pas bon pour le moral des Russes qui aujourd'hui sont attaqués sur les arrières. Vous avez 2 conflits. Un conflit terrestre, immobile, mais vous avez un conflit dans la profondeur que je viens d'évoquer à l'instant. Et ça c'est intéressant, c'est que les deux à la fois altèrent évidemment le moral de l'état-major. Et puis le troisième point, ce sont les forces russes qui ont été contraintes de réduire leurs offensives, colonel. Alors ça ce sont des chiffres parce que les Ukrainiens comptent ça de façon extrêmement précise. En fait, ils ont comptabilisé le nombre de drones et le nombre de missiles qui arrivaient sur la Russie, sur l'Ukraine. On sait qu'au mois de juin, il n'y a eu que 5749 drones qui sont arrivés, donc moins 30%. Donc c'est considérable. Un tiers en moins. Et au niveau des missiles, c'est la même chose. 180 missiles ont été tirés, donc en gros moins 15%. Tout ça, c'est des chiffres intéressants qui démontrent à l'évidence que la Russie ne fait pas effort, en bombardant massivement l'Ukraine avec ses engins. Donc il y a une baisse. Alors c'est lié à quoi ? C'est lié à la recherche d'objectifs, c'est lié au nombre de missiles et de drones qui restent. On n'en sait rien, mais encore une fois, il y a une baisse de la pression sur les armées ukrainiennes qui sont implantées en Ukraine, dans le Donbass. Merci beaucoup, colonel. On se retrouve un peu plus tard devant cet écran. On a encore pas mal de choses à se raconter. Donc Jean-François Bureau, elle est là la question. Donc je vous la pose. La peur a-t-elle changé de camp, selon vous ? Votre regard à vous ? Je crois que depuis ce qui s'est passé en Crimée la semaine dernière, le sentiment que ce sont les Ukrainiens qui mènent le tempo de la guerre est en train de s'installer. Et je pense que à Moscou, ils l'ont interprété également de cette façon. C'est-à-dire que, comme on vient de le dire, le front en vérité est stabilisé depuis plusieurs mois, voire années. Aujourd'hui, d'après ce qu'on comprend, Poutine essaye de convaincre Loukachenko de participer ou de laisser participer à une ouverture d'un 3e front qui serait au nord de Kiev, c'est-à-dire à Kharkiv, dans l'axe permettant aux troupes russes de passer par la Biélorussie. Troupes russes, s'il y en a suffisamment. Et je pense que ça reste une des questions, parce que l'épuisement tout de même des ressources humaines russes est tout à fait évidente. Le fait que le front soit stabilisé à l'est est la traduction d'un manque de capacité offensive qui est corroboré aussi sur les drones. Et aujourd'hui, les Ukrainiens, on estime que les Ukrainiens en 2026 vont produire 7 millions de drones. 7 millions.
C'est un chiffre absolument gigantesque. Aucun pays européen, même les États-Unis, n'ont imaginé des volumes de production aussi importants. Et donc, la Russie ne sait pas faire face à des offensives aussi organisées et aussi importantes de la part des Ukrainiens. Et donc, pour revenir à votre question, oui, ce sont les Ukrainiens qui mènent le tempo. Et je voudrais vous soumettre cette une de Courrier International que j'ai montrée en introduction. En Russie, Vladimir Poutine, prisonnier de sa guerre. Prisonnier de sa guerre, en effet. Alors, je pense qu'il y a l'aspect militaire. Effectivement, je pense que le seul agenda qu'il ait tous les jours, c'est les opérations et la situation sur le terrain. Politiquement, comment ça se traduit? Honnêtement, je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que le poids de la guerre sur l'ensemble de la population russe s'est accru de façon considérable. L'Institut Kiel allemand qui fait référence sur l'analyse de la Russie vient de sortir un rapport qui s'appelle Fin de partie. Et fin de partie, pourquoi? Parce que entre les contraintes économiques, l'absence de ressources budgétaires et le financement de la guerre, eh bien l'équation est parfaitement insoluble pour Poutine. C'est fort comme expression, fin de partie. Tout à fait. Pour un institut allemand c'est pas des polémistes, ce sont des gens qui font vraiment l'analyse de la situation économique, et donc c'est fin de partie. Et si on lit la deuxième phrase, elle consiste à dire la situation actuelle n'est pas soutenable pour Poutine durablement. Fin de partie pour Vladimir Poutine. Fin de partie lente. Probablement inéluctable, mais n'oublions pas, je me permets de rajouter cette petite chose, parce que je crois que les Européens n'ont jamais imaginé à quel point l'armée russe sur le terrain est alcoolisée, corrompue et mal commandée. On oublie toujours ça. C'est fondamental. C'est une armée qui est invraisemblablement anarchique, qui est dirigée par des sous-ofs qui viennent de Bachkirie, qui viennent de Yakoutie, qui parlent à peine le russe, avec des gens qui n'ont pas du tout la même culture et qui savent pas pourquoi ils sont là. C'est une armée épouvantablement enfoncée dans ses faiblesses. Et il y a rigoureusement aucune raison pour que ça change. D'autant plus que cette armée, elle est dirigée donc par un Vladimir Poutine qui ignore tout de la chose militaire. Lui, c'est le KGB, mais l'armée, il sait pas ce que c'est. Il a jamais été militaire, sous-officier, etc. Il sait pas ce que c'est. Et Vladimir Poutine, c'est un planificateur. C'est-à-dire qu'il considère que l'armée, c'est un peu comme toute administration en Russie. On fait un plan sur 2 ans et 5 ans, et puis après, on s'occupe de faire appliquer le plan. Et si le plan n'est pas appliqué, on vire les généraux. C'est comme ça qu'on fait depuis des décennies et des décennies. Mais avouez que cette armée-là, elle est quand même très très loin de reconquérir l'Ukraine, hein. D'autant qu'on dit de plus en plus, mais on l'avait déjà raconté par le passé, mais là encore je parle de musique qui remonte, et que Vladimir Poutine ne sait rien de la réalité des choses et du terrain. Il y a un formidable article dans Le Monde qui explique que même des journaux télévisés russes sont remontés à l'issue pour lui montrer une version un peu édulcorée au patron du Kremlin. Non, mais il est déconnecté de la réalité. Alors, encore plus s'il n'est pas lui-même militaire, on peut imaginer qu'il ne peut pas nécessairement comprendre qu'on est en train de lui mentir, que les généraux, pour aussi sauver leur peau, je pense, mentent sur l'état du front. Et je pense, quand on parle de planification, on compare ça aux Ukrainiens qui sont dans l'innovation, qui sont dans la rupture, notamment technologique. On regarde la baisse, par exemple, des drones et des missiles, et on pense à la production journalière que Gwendolen de Bono a montré dans son reportage sur les Ukrainiens. Oui. On est dans 2 mondes totalement différents. Et fin de partie, si on n'arrive pas à révolutionner, si on n'arrive pas à sortir d'une impasse, ou on ne le voit même pas l'impasse parce qu'on nous ment, ça devient très compliqué. Je voudrais qu'on voit une autre image de ces dernières heures. On voit des ponts qui ont été détruits. Là, c'est un pont routier sur la route Mariupol-Donetsk qui semble avoir été frappé. Ça, c'est important, colonel, parce que ce sont des lignes d'approvisionnement. Alors moi, je mets pas les mots précis, mais là encore, ils marquent des points, les Ukrainiens. Je ramène à la chose très concrète de terrain. Ce que l'on dit, ce ne sont pas que des mots, ça se vérifie chaque heure. Puis, un, c'est les infrastructures, et 2, c'est la logistique. Patton disait toujours qu'une guerre se gagne par la logistique. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un problème de carburant, en Russie. Mais une partie du carburant va quand même dans l'armée. Ils ont du carburant. Le problème, il faut l'approvisionner. Il faut les amener. C'est pour ça que les
les Ukrainiens, fort adroitement, ils tirent sur deux choses. Ils tirent sur les circuits, sur les routes et sur les ponts pour empêcher les véhicules de passer, et puis les trains, et puis des fois sur les camions, les camions citernes. Donc ce qui reste en carburant, on peut pas le descendre en fait dans le sud parce que ça passe sur cette espèce de route qui passe, par Mariupol, qui va en direction de la Crimée, et cette route est sous le feu aujourd'hui des drones ukrainiens. Donc les Ukrainiens ont une double bataille stratégiquement avec le Flamingo dans les grandes villes, objectif stratégique, etc., les raffineries, et puis un objectif plus tactique qui est sur le terrain, les routes, etc. Donc c'est assez adroit. C'est pour ça qu'encore une fois, on voit bien que cette stratégie ukrainienne, elle est fine, elle est élaborée, elle est consistante et surtout elle est récurrente. Vous êtes Jean-François Bureau, ancien secrétaire général adjoint de l'OTAN. L'OTAN va se réunir dans très peu de temps. Ça va être vraiment majeur comme réunion, d'autant qu'elle va être alimentée justement par ces rapports qui montrent les fébrilités russes et plus que ça encore. Les dirigeants de l'OTAN, je sais que c'est un peu, on ne peut pas poser les questions comme ça, mais que se dit-il autour de vous, dans vos canaux, dans vos relations au sein de l'OTAN? Est-ce qu'on est en train de se dire quelque chose est en train de se passer et dans quelques jours, on va acter le fait qu'on peut lui porter le coup de grâce à Poutine? Je pense que le diagnostic qui est complètement partagé au sein de l'OTAN et peut-être même maintenant par les Américains, ce qui serait un vrai progrès si je puis dire, c'est le fait qu'effectivement l'Ukraine peut gagner cette guerre. Et que le sort que l'on avait imaginé en 2022 dans le meilleur des cas, d'une négociation qui obligerait l'Ukraine à céder les territoires conquis par les Russes, à abandonner l'idée de reconquérir la Crimée, tout ça est en train de bouger. Et aujourd'hui, la stratégie ukrainienne sur le plan politique et sur le plan diplomatique, elle consiste aussi à mettre la Crimée au milieu de la négociation. Et donc à revenir sur ce qui s'est passé en 2014. Et c'est en ça que c'est je pense, un tournant politique et psychologique pour les Ukrainiens, mais aussi pour les Russes, parce que les Russes avaient quand même approuvé assez largement l'invasion de la Crimée par Poutine au motif que la Crimée était perçue comme historiquement dépendante de la Russie. Donc pour revenir à l'OTAN, je pense que le diagnostic la semaine prochaine à Ankara, ça sera de dire non seulement l'Ukraine est aujourd'hui militairement capable de mener les opérations, de défier l'agression russe, mais aussi peut-être qu'il faut se préparer à accompagner l'Ukraine dans une négociation, j'ose pas dire finale, mais en tout cas véritablement substantielle, ce qui n'a pas eu lieu jusqu'à présent. Et donc je pense que à Ankara, on va tester l'administration américaine, en particulier, pour vérifier si elle est décidée à jouer un rôle utile dans la négociation ou pas, ce qu'elle n'a pas fait jusqu'à présent. Donc les Européens vont peser. Je pense que les Français, les Allemands, les Britanniques, mais aussi les autres, les Estoniens, tous jouent un rôle. Vont peser pour que les conditions d'une négociation, si elle doit s'enclencher, soient effectivement dans l'intérêt non seulement de l'Ukraine, mais tout ça, ça veut dire que l'Ukraine va rejoindre la famille européenne dans 10 ans, dans 15 ans, j'en sais rien, mais la trajectoire, elle est là maintenant de façon très claire. Et donc, c'est aller vers la voie de la négociation. Mais d'un point de vue militaire, est-ce que ça pourrait déclencher quelque chose de supérieur au sein de l'Alliance pour essayer, encore une fois, d'apporter ce coup de grâce sur le front, sur le terrain, face à Poutine? Je pense que je ne vois pas d'option strictement militaire qui signifierait que l'OTAN rentre dans le jeu en tant que tel. Depuis 5 ans, pratiquement maintenant, la question a été posée et à chaque fois la réponse a été la même. C'est-à-dire tout faire pour que l'Ukraine résiste, et elle fait plus que résister, sans que l'OTAN en tant que telle soit engagée dans une confrontation. Ce que cherche Poutine, parce que d'une certaine façon, la stratégie de Poutine, c'est de dire, d'abord sa conviction, c'est que l'OTAN est l'ennemi à abattre au final, à travers l'Ukraine, c'est aussi ça qui est visé. Et enfin, il y aura le besoin d'une négociation, et je pense que tout le poids, par contre, de l'OTAN sur la négociation peut être utile. Allez-y, Elisabeth, je voulais réagir. Non, je pensais à quelque chose. Enfin, Monsieur Bureau parlait surtout des États-Unis. Je pense qu'il remarque ces derniers jours, c'est que
toutes ces questions qu'on se posait et de les inquiétudes qu'on avait justement sur les États-Unis, on voit ce miroir aussi avec les derniers discours, non seulement de Donald Trump, mais plus généralement aux États-Unis, avec y compris un vote au Congrès pour l'aide apportée justement aux Ukrainiens. Et je pense que on est dans un mouvement qui est à la fois européen que vous décrivez, mais aussi peut-être américain. Et c'est là où on a un peu d'espoir. Les factions américaines qui étaient pro-ukrainiens ont peut-être aussi fait un peu pousser Trump. Bernard Lecomte. Moi, je crois qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, même si, en ce moment, ce qui se passe en Crimée est capital. Mais la Crimée, ce sera la dernière page du traité. Ça sera le dernier quart d'heure de la négociation, tout à fait au bout de tout. Pourquoi ? Parce qu'aucune des deux puissances, l'Ukraine et la Russie, ne lâchera la Crimée. À aucun prix. Donc, on commencera, si tout va bien, par parler des grands objectifs, de la neutralisation, la démilitarisation, la dénazification, c'est-à-dire une réforme du gouvernement ukrainien. Tout ça, ça sera des propos un peu flous. Et puis, on viendra à la fin aux deux points essentiels. Le Donbass et la Crimée. Le Donbass, on pourra toujours s'en sortir si les Ukrainiens gardent ce point qu'ils ont en ce moment, parce que effectivement les Ukrainiens diront on peut peut-être lâcher le Donbass, mais en tout cas pas là où vous ne l'avez pas conquis, c'est clair, et on arrivera à ce point fort, à cette espèce d'imbroglio incroyable, la Crimée. Et c'est là-dessus que ça se jouera. On peut aujourd'hui porter le coup de grâce militairement à Vladimir Poutine ? Non, c'est impossible. Impossible. Là, je rejoins M. Bureau à 100%. Le problème, on n'a pas les options, on n'a pas la structure. L'OTAN, on sait que c'est un assemblage, en fait, de 32 pays. C'est pas une armée. Deuxième point. Et puis, troisième point, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une armée qui n'a pas été touchée, encore une fois, en Russie. Et c'est pour ça que les chefs d'état-major européens, de façon générale, sonnent un petit peu le tocsin en disant, attention, la Russie a gardé une capacité nucléaire extrêmement massive. Il y a deux armées. L'armée des Moujiks qui se fait casser la tête sur les champs de bataille, et puis vous avez une armée technologique extrêmement élaborée. Celle-là, elle est intacte, elle n'a pas été jouée. Alors, est-ce que Poutine veut le faire ou pas ? Ça, j'en sais rien, je ne dis pas. Est-ce qu'il pourrait même s'apprêter à le faire ? On le répète, on le martèle, plus il est acculé, plus il est dangereux. Est-ce qu'il a encore cette carte à jouer ? Et est-ce que pour vous, ça peut être imminent ? Alors, cette armée si puissante que vous décrivez. Dans le nucléaire, il y a deux niveaux. Il y a le tactique et il y a le stratégique. On sait qu'aujourd'hui, les Russes, dans leur doctrine, peuvent utiliser le tactique comme une arme, comme nous, Français avant, l'arme de l'ultime avertissement. Donc, en fait, ils se sentent agressés dans leurs intérêts vitaux. Concrètement, lorsque les Ukrainiens tirent sur des centres, sur des centres de commandement spatiaux, etc., c'est extrêmement compliqué. Tout ce qui va gérer le nucléaire, russe, ça fait partie des intérêts vitaux, parce que si vous tapez sur la possibilité pour le Kremlin de communiquer avec ses sous-marins, ça pose un vrai problème. Donc là, ils vont réagir. Ils peuvent le faire. Moi, je crois au tactique, c'est pas impensable. Le stratégique, ça me paraît tellement dingue que je peux pas l'imaginer. Alors, si on se demande si quelque chose est en train de se passer, elle est le mot tournant. Je vais l'utiliser, même si souvent on le déteste parce que trop galvaudé, mais c'est parce qu'il y a une réunion de l'OTAN dans quelques jours, alors que les rapports, vous l'avez dit, Jean-François Bureau, se multiplient, disant que l'Institut Kiel, très sérieux en Allemagne, c'est la fin de la partie pour Poutine. Et puis il y a le changement de ton du côté du président des États-Unis. Merci beaucoup d'être avec nous, Hélène Bonnet, depuis Washington. Merci vraiment. On a l'impression que quelque chose d'important, effectivement, est en train de se jouer là en ce moment. Encore une fois, c'était Donald Trump qui, il y a quelques jours, estimait désormais que Zelensky était vaillant et efficace face à la Russie. Il y a un changement de ton qui peut se traduire par un changement d'acte de la part de la Maison-Blanche et de manière imminente ? Alors, il faut être prudent. Effectivement, on remarque ce changement de ton qui est assez impressionnant par rapport aux propos qu'a pu tenir Donald Trump par le passé. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est peut-être une manière pour Donald Trump de reconnaître que la dynamique est du côté ukrainien. Et puis, il faut reconnaître aussi qu'il y a une forme de lassitude de Donald Trump sur ce dossier et une lassitude vis-à-vis de Vladimir Poutine. C'est ce que disent ses proches en coulisses. Mais ceci dit, quand on regarde les propos de Donald Trump, on voit qu'il dit que nous n'avons rien à voir avec cette guerre. Il parle de
l'Ukraine et de la Russie, cela n'a aucune incidence sur nous, si ce n'est que nous vendons des armes à l'Ukraine. Ce sont des mots, des propos qu'il a prononcés pendant le G7. Et donc, ce qu'on voit pour le président américain, c'est qu'il y a une forme de soutien, mais du moment qu'il y a un intérêt économique pour les États-Unis, et ce soutien, c'est la production d'armes. D'ailleurs, en coulisses, il aurait demandé à des entreprises américaines de faire le nécessaire pour être en mesure de produire des armes sur le sol européen sous licence américaine. C'était une demande formulée il y a quelques semaines par Volodymyr Zelensky, et publiquement Donald Trump a promis d'examiner cette demande. Donc là déjà c'est un signal favorable. Et puis on voit qu'il y a ces frappes en profondeur de la part de l'Ukraine. Ici, ça n'a suscité aucune réaction de la part du président des États-Unis, aucune réaction publique, mais en revanche en privé, d'après le Kyiv Independent, eh bien Donald Trump aurait conseillé à Volodymyr Zelensky d'être plus audacieux. Donc en tout cas, il n'y a pas de désapprobation, il n'y a pas un activisme, en tout cas publiquement, de Donald Trump sur ce dossier, mais en coulisses, il y a peut-être des petits bougers qui sont plutôt positifs pour les Ukrainiens. Ils vont peut-être aller plus loin lors de cette fameuse réunion de l'OTAN. On va continuer d'en parler, ce sera la semaine prochaine. Merci à l'excellente Hélène Bonnet d'avoir été avec nous pendant ce temps-là, puisqu'il faut toujours évaluer les rapports de force des deux côtés pour être équilibrés. Arrêtons-nous sur l'Ukraine. L'impression que l'Ukraine se renforce. Mais quelle est la réalité derrière l'impression ? C'est toujours cette même question. Cette information pour commencer, les Ukrainiens ont peut-être retiré pour la première fois un missile balistique qui s'appelle le FP9. En fait, c'est une interception à la fin du mois, c'était le 30 juin, voilà, c'était hier, dans le ciel de Moscou, qui alimente toutes les rumeurs. Certains experts émettent l'hypothèse, et c'est relayé par nos confrères de l'Indépendant, l'hypothèse selon laquelle l'Ukraine aurait pu effectuer le premier tir connu de ce missile balistique qui est à longue portée de conception nationale. Bon, moi je m'arrête là parce que mes compétences je les ai déjà largement dépassées depuis quelques secondes. Colonel, est-ce que c'est crédible et de quoi parle-t-on précisément ? Bien évidemment, c'est crédible. C'est la mécanique comme les Iraniens. En fait, ils ont la technologie, ils savent le faire. Une fois que vous savez lancer un missile et que le missile ne part pas, n'explose pas en plein vol, ben vous pouvez, après vous travaillez sur la portée, sur la technologie. Donc on sait que les Ukrainiens sont capables de le faire. Je raconte toujours la même histoire. C'est Eric Prince qui m'avait raconté qu'il voulait développer l'industrie aéronautique en Ukraine dans les années 2010-2012. Et il m'a dit, j'ai rencontré toute une série d'entreprises magnifiques. Il m'a dit, ils sont compétents, ils savent tout faire. Donc tout ce qui est aéronautique, les Ukrainiens savent le faire. Donc c'est pas du tout étonnant quand on voit la qualité technologique sur les drones, c'est pas du tout étonnant qu'ils sont capables de tirer aujourd'hui des missiles de courte portée. Là, on parle d'un missile qui fait 300-400 km seulement. Oui, je lis missile balistique lourd à longue portée. Jusqu'à 800, oui. Oui, c'est ça. Mais il emporte 800 kg de charge. C'est ça qui est important. Et il va relativement vite en plus. Elisabeth. Alors, ce qui est intéressant avec les Ukrainiens, ils ont cette historique. On se souvient quand même sous l'Empire soviétique, enfin sur l'Union soviétique, ils avaient toute cette connaissance. Mais aujourd'hui, c'est porté par toute une jeunesse. Et ils ont toute une jeunesse. On a vu la PDG de Firepoint, elle a 32 ans. Enfin, c'est quand même assez impressionnant. Et ils ont la capacité, mais ils sont aujourd'hui aussi en train de travailler avec beaucoup d'industries étrangères qui les apportent énormément. Les Américains, je crois, c'est hier ou aujourd'hui, ont signé encore un contrat. On voit aussi avec des pays européens. Donc, il y a toute une dimension de construction de cette industrie très impressionnante qui est bien évidemment à leur avantage dans cette guerre. Et Jean-François Bureau, on voit, entre guillemets bien sûr, les bonnes nouvelles se succéder, mais enfin, pour la première fois, elle finance directement la guerre, l'Union européenne. Elle verse 3,9 milliards d'euros à Kiev pour l'achat de drones de combat de pointe. Par exemple, on apprend qu'il y a des contrats signés Ukraine-Suède pour la vente de chasseurs. On sait qu'il y a des discussions pour les fameux scalps. On se demande depuis des heures si Poutine est en train de perdre la guerre. Et je vais poser la question autrement. Est-ce que l'Ukraine est en train de la gagner, la guerre ? C'est quand même... C'est difficile et j'ai pas de boule de cristal non plus. Donc, en tout cas, le sens de l'histoire aujourd'hui, il est dans le sens des Ukrainiens. Ça, c'est incontestable. Par contre, combien de temps ça prendra ? Jusqu'à quel rapport de force les Ukrainiens seront prêts à aller pour une négociation avec Poutine ? La question, c'est qu'est-ce qu'il faut que les Ukrainiens aient pris comme contrôle de leur territoire pour que Poutine accepte une négociation qui soit pas qui ait encore un sens pour lui. Or, je pense que les Ukrainiens sont capables, depuis l'état d'urgence en Crimée, de reprendre la Crimée. Avec des conditions de fonctionnement extrêmement problématiques quand même, parce que c'est un territoire qui va être complètement isolé du reste du pays. Mais ce symbole est tellement fort
Et encore une fois, en 2014, Poutine, en ayant pris la Crimée, avait légitimé son opération auprès de la population russe. Si les Ukrainiens reprennent la Crimée maintenant, c'est un vrai renversement. Et donc, c'est une base de négociation dans laquelle les Ukrainiens peuvent gagner, parce que en face, Poutine sera incapable d'aligner les moyens pour reprendre ce territoire. Je voudrais vous soumettre à nouveau cette séquence qui a été relayée par le commandant en chef des forces armées ukrainiennes. Cette séquence dans laquelle ce montage de l'armée ukrainienne qui promet bien des surprises encore, mortes comme. À suivre, disent les Ukrainiens, regardez. Nous allons maintenant transmettre à nos adversaires les salutations des services de sécurité ukrainiens, plus que 45 minutes avant le lancement, et demain, on pourra lire les résultats dans les journaux. Bon voilà, je dévoile rien de majeur. Vous avez dit ça faut pas faire, c'est pas bon. Pourquoi ? Ils l'ont déjà fait en juin 2023. Rappelez-vous, ils disaient chut, on va lancer une contre-offensive et qui s'est échoué en fait sur le mur russe. Par contre là, qu'est-ce qu'ils montent ? Ils montent un Flamingo. Le Flamingo, c'est un missile de croisière. Ça, c'est une révolution également ukrainienne. Il fait 6 tonnes, il y a 1 tonne d'explosifs et il va à 3000 km. Et c'est avec ce genre d'engin qu'ils vont taper sur les raffineries. Et ça, c'est une révolution technologique pour les Ukrainiens qui est majeure. Mais ça peut être quoi le à suivre ? Quoi d'autre ? Il y a une idée très précise. On a beaucoup parlé avec vous de la Crimée. L'un des prochains objectifs des Ukrainiens pour peser très fortement sur Vladimir Poutine, c'est le pont qui relie la Russie à la Crimée, le pont de Kerch, surnommé le pont de Poutine, qu'ils ont déjà frappé à 3 reprises avec une efficacité assez importante. Parce que par exemple, ça fait plusieurs mois qu'il n'y a plus de camions ou de trains citernes qui empruntent ce pont parce que les Russes considèrent que c'est beaucoup trop dangereux. Ça se faisait par ferry, ils ont aussi frappé les ferries. Donc, avant d'envisager d'attaquer la Crimée, ce qui va être un morceau extrêmement compliqué, parce que pour ça, il faut passer tout l'oblast de Kherson, qui est occupé actuellement par les Russes, les Ukrainiens cherchent à l'asphyxier totalement, et ça, pour Poutine, c'est insupportable. Et si jamais le pont de Kerch était frappé, je pense qu'on aurait une réaction extrêmement violente de la part des Russes. Vous étiez d'accord, hein ? Oui, tout à fait. Et dans la manœuvre ukrainienne, ce qu'on peut imaginer, c'est tout de même qu'ils utilisent les moyens maritimes, parce que les Russes ont été obligés de rapatrier, si je puis dire, ce qui restait de la flotte de mer Noire au-delà d'Azov. Et donc, il y a une situation dans laquelle les Ukrainiens peuvent contrôler la zone maritime par laquelle ils pourraient accéder en Crimée. Faire un débarquement. Mais ils n'ont pas de bateau. Ils ont quasiment plus de marine, en fait. Oui. Bernard Lecomte, sur ce pont de Kerch, pour vous, effectivement, c'est l'ultime objectif. Enfin, si on veut, on rappelle, s'il y a eu une prise de Poutine depuis 2014, c'est la Crimée. Beaucoup disent s'il perd la Crimée, c'est la défaite, de toute façon symbolique pour lui. Oui, je dis, c'est l'enjeu final de la négociation. Il y a un moment où on ne parlera plus que de la Crimée, tellement cet enjeu est capital. Et vous Mais croyez le pont de effectivement Kerch, pour l'instant, il sert surtout à tous les habitants de la Riviera de Crimée à fuir. Oui. C'est à ça que sert le pont. Et les Ukrainiens sont pas fous. Moins il y aura de gens et mieux c'est pour ça qu'ils l'ont laissé. Oui. Ils sont en train de laisser vider la presqu'île. Et il faut s'imaginer, cette presqu'île, le sud de la presqu'île, c'est la Côte d'Azur. C'est exactement la Côte d'Azur. Vous imaginez la Côte d'Azur en train de se vider de ses habitants. C'est ce qui se passe. Ceci dit, l'alerte également, c'est de dire attention à la bête blessée. La bête blessée, elle peut devenir extrêmement dangereuse. Est elle-même en train de se réveiller ? On a vu tout de même la Russie ces dernières heures cibler de plus en plus les stations-service du côté ukrainien. Un drone a frappé une station-service sur l'autoroute de Sumy à Kharkiv, tandis que des sources russes ont revendiqué des attaques sur 5 autres stations de carburant dans un autre oblast encore. Est-ce que vous dites, ceci dit, oui, effectivement, Bernard Lecomte, attention à la bête blessée ? Et est-ce qu'il peut se réveiller très fortement ? On peut être surpris parfois par le manque de réaction de Poutine, mais est-ce que justement ça prépare quelque chose de plus grave ? C'est la grande inconnue, parce qu'on ne sait pas, on dit ça depuis 5 ans, mais on ne sait pas ce qu'il y a dans la tête de Poutine, et à plus forte raison aujourd'hui. Il va avoir 74 ans le 7 octobre. Il a donc une expérience, et en même temps une vie un peu fatigante quand même. Il est actuellement acculé.
il a beaucoup de moyens. N'oublions jamais, la Russie, c'est 17 millions de kilomètres carrés, ça ne s'envahit pas. La Russie, moi j'ai l'habitude de dire ça, est inépuisable. Il y aura toujours des ressources derrière l'Oural, en Sibérie, en Extrême-Orient. Il y aura toujours des ressources. Donc soyons prudents dans nos pronostics. Mais Poutine, actuellement, est un dictateur isolé et acculé. Important, on continue de s'arrêter sur cette question de la bête blessée qui se réveillerait, parce qu'on en vient à cette histoire qui est assez mystérieuse, il faut quand même le reconnaître encore, des 7 passages ferroviaires frontaliers avec la Finlande, l'Estonie ou la Lettonie qui sont fermés temporairement, et certains y voient le signe de préparatif pour un nouvel acte d'agression. Avant d'en parler, on expose les faits pour nos téléspectateurs. C'est le colonel à nouveau qui m'accompagne. Colonel, quelles sont les frontières concernées ? D'abord, c'est la grande surprise de la journée, parce qu'elles sont fermées depuis ce matin. Donc on a découvert ça ce matin, qu'en fait, les Russes ont fermé 7 passages. En Lettonie, un passage. En Estonie, un passage. Donc les voies ferrées. Et puis, il y a 5 passages, ou 5 passages vers la Finlande. Ces 3 pays, effectivement, appartiennent à l'OTAN. Donc c'est surprenant. À l'heure où on parle, il n'y a plus aucun train qui peut circuler entre la Russie et ces 3 pays. Donc c'est comme très particulier, d'autant qu'ils ont besoin les uns les autres, pour toute une série de raisons, d'avoir des communications. Elles préexistaient, bien évidemment. Donc c'est arrêté. Donc pour faire quoi ? Énorme point d'interrogation. À l'heure où on parle, le Kremlin n'a pas donné d'informations sur les raisons pour lesquelles il aurait fermé ces points de passage. Mais pourquoi ces fermetures sont stratégiques pour Moscou ? Parce qu'en fait, là, on est dans le cœur de l'OTAN. Vous avez la mer Baltique, Saint-Pétersbourg. Vous savez, les Russes peuvent sortir dans la mer Baltique par 2 endroits. 1, Saint-Pétersbourg, et 2, Kaliningrad. Donc on voit bien que la tentation de contrôler une partie, en tout cas la zone sud, la côte sud, si vous voulez, de la mer Baltique, pourrait les tenter. Donc en fait, c'est une manière d'isoler. Alors la Finlande, c'est strictement impensable, évidemment, le pays est beaucoup trop grand. Mais par contre, les pays baltes et l'Estonie et la Lettonie, qui sont adossés évidemment à la Russie, alors que le pays du Sud, lui, c'est la Biélorussie, on voit qu'on peut très bien isoler cette partie-là. Donc c'est pour ça qu'on se pose la question de savoir pourquoi fait-il ça ? Est-ce qu'il va se passer quelque chose dans les semaines ou dans les jours qui viennent ? Une forme de rétorsion par rapport aux attaques ukrainiennes sur Moscou et sur Saint-Pétersbourg. Merci beaucoup, colonel Jean-François Bureau. Je me tourne vers vous, parce que c'est l'OTAN qui s'inquiète. D'ailleurs, à raison. Et que faut-il redouter selon vous ? Je pense qu'il y aura inévitablement, de la part des Russes, des opérations de déstabilisation, des opérations, déjà les 1500 pétroliers de la flotte fantôme qui circulent dans le monde, et en particulier dans l'Atlantique et en Méditerranée, c'est pas négligeable. Il y a donc, vous parliez de bêtes blessées, là, la stratégie de Poutine, elle est forcément de passer à l'étape suivante et de préparer l'étape suivante. Aujourd'hui, est-ce que l'étape suivante pour Poutine, c'est l'échelon européen ? C'est pas une question qu'il faut écarter a priori. Il est possible qu'il considère que l'étape qu'il prépare maintenant, c'est une situation de tension qu'il va faire monter graduellement avec les pays de l'OTAN dans toute la région européenne. Bernard Lecomte, la fermeture de passages ferroviaires avec des pays frontaliers, c'est le scénario pour vous potentiel d'une nouvelle offensive ? Oui, mais surtout une offensive qui servira d'abord à détourner le regard. Parce que imaginez qu'il y ait un vrai incident, là, du côté de Narva par exemple, puisqu'on en a souvent parlé. Immédiatement, on arrête de parler de la Crimée, Et puis, on va tous se focaliser sur l'Estonie, sur les pays baltes, sur cette fameuse frontière. Et pendant 3 semaines, 1 mois, 2 mois, on ne parlera plus que de ça. Donc, méfions-nous. C'est aussi une opération qui permet peut-être à Poutine de gagner du temps et à se sortir de l'impasse où il est aujourd'hui. Regardez comme nous sommes nous-mêmes dans cette émission en train de regarder ailleurs. C'est vraiment la vérification potentiellement de cette théorie. Allez-y, Elisabeth. Alors juste sur cette frontière, moi je parle des pays baltes et surtout la Lettonie parce que c'est ce que je connais le mieux. Il y avait presque plus de passages à Pitelovo. Il y avait plus de de trains avec des passagers et il y avait plus grande chose. Pourquoi ? Parce que les pays baltes ont plus ou moins tout fermé. Il y a 2 points encore, Terova et je peux pas prononcer l'autre, Revna, je crois que ça s'appelle, qui a encore à pied ou avec des bus et autres. Mais la plupart, les pays baltes, pour une bonne raison, ont fermé la plupart des points entre soit la Russie, soit la Biélorussie,
pour éviter des problèmes. On se rappelle, par exemple, en Lettonie, je crois que c'est à peu près 30% de la population est russophone. Ils ont expulsé beaucoup qui n'avaient pas demandé la nationalité lettonne. Il y a beaucoup de Russes qui ont fui en 2022, qui avaient des maisons à Jormala, à côté de Riga, sur la côte d'Azur soviétique de l'époque, qui restent, mais sinon, beaucoup ont été expulsés vers la Russie et ils sont très inquiets, donc ils ont fermé ces frontières. Donc ces fermetures, c'est des fermetures, mais ils n'étaient pas vraiment opérationnels. En tout cas, en Lettonie, il n'y avait pas grand-chose. Il y a un côté communication stratégique de la part de la Russie. On se détache de l'Europe. De toute façon, vous ne nous intéressez plus. Vous êtes nos ennemis à travers l'OTAN. Ce qui est peut-être plus embêtant, mais là, ça se passe plutôt en Biélorussie, c'est le corridor de Suwalki qui permet, à travers la Biélorussie, à la Russie de rejoindre Kaliningrad. Ça, c'est stratégique pour les Russes. On verra ce qui s'y passe, mais là, c'est un foyer de tension très très grave. Et quant à la Finlande, évidemment, il y a ce souvenir de la guerre d'hiver qui a pris du territoire d'ailleurs à la Finlande, même si les Finlandais sont extrêmement bien battus pendant la Seconde Guerre mondiale et qui leur a valu ensuite la finlandisation. Donc il y a quand même une crainte de ces pays, de la Russie, même blessée, et justement qui pourrait agir. Narva, moi je suis tout à fait d'accord avec vous, je pense que c'est un des points, cette ville estonienne qui est donc frontalière avec la Russie, avec une rivière où les Russes s'amusent à déplacer les bouées pour gagner du territoire de manière totalement fictive, mais qui est peuplée à 95%, même pas de russophones, mais de Russes d'origine qui n'ont pas forcément la nationalité. Faire des émeutes à Narva, ça paraît extrêmement facile. Vous, comme le colonel, d'ailleurs, vous avez cité Kaliningrad, et bien justement, Poutine a convoqué d'urgence le Conseil de sécurité au sujet de Kaliningrad. Ah oui. Alors moi je ne le savais pas que d'habitude de telles réunions elles ont lieu le vendredi par visioconférence, mais voilà, cette fois elles ont été tenues et en personne. Voilà, vous les avez là les images avec la présence de Poutine. Rappelle tout de même, Kaliningrad c'est considéré comme étant l'un des points les plus chauds d'un éventuel conflit entre la Russie et l'OTAN. Jean-François Bureau, cette réunion d'urgence concernant Kaliningrad, est-ce qu'il faut juste se calmer un tout petit peu ou le voir comme un élément effectivement de préoccupation supplémentaire? Non, ça vient dans une logique qui prolonge, si je puis dire, ce qu'on a dit tout à l'heure. Kaliningrad, c'est effectivement une exclave plutôt, russe, au milieu de pays européens membres de l'OTAN, la Pologne et les États baltes. Et donc, l'accès à Kaliningrad pour la Russie, c'est absolument vital. Kaliningrad, c'est la seule base nucléaire aujourd'hui accessible par la Baltique pour les sous-marins russes, puisque la Crimée est quand même dans une situation compliquée. Et donc, préserver Kaliningrad, ou en tout cas se mettre en situation de pouvoir tirer parti de cette position à Kaliningrad, pour la Russie, c'était évidemment essentiel. Sachant que Poutine a promis un peu avant tout cela de défendre Kaliningrad par tous les moyens nécessaires. Bernard Lecomte, ça fait là aussi 5 ans qu'on pose cette hypothèse, et moi j'ai tendance à faire plutôt confiance aux Polonais sur ce sujet-là, parce que les Polonais qui ont quand même une vraie armée, une vraie stratégie, et qui savent ce que c'est que la Russie, ça fait 5 ans qu'ils y réfléchissent matin, midi et soir à cette fameuse enclave de Suwałki. Donc je parle un peu sous votre contrôle, mais faisons confiance aux Polonais sur ce sujet-là. Suwałki et Kaliningrad. Oui. Moi je me souviens, j'ai été en reportage à Kaliningrad, je pense à peu près 6-8 mois après le début de la guerre, à la frontière entre la Pologne et Kaliningrad. Et ce qui était très impressionnant, c'était de voir tous ces Polonais, et notamment des anciens généraux à la retraite, un peu sur la frange droite du paysage politique, dire mais de toute façon, si Poutine continue, Kaliningrad ça nous appartient, ce qui est historiquement faux, puisque Kaliningrad c'était allemand, c'était Königsberg, et on le récupérera le jour où il va se casser la figure en Ukraine. Donc il y a toute une frange extrême droite polonaise qui rêve un jour, qui a un rêve, je suis d'accord avec vous, ça n'arrivera certainement pas tout de suite, de mettre la main sur le Kaliningrad, et qui est prête à défendre évidemment le corridor de Suwałki, quoi qu'il arrive. Une des inquiétudes dans les pays baltes, par exemple, on parle du corridor de Suwałki, c'est que les Russes, à travers Kaliningrad et peut-être le corridor, ça coupe tout accès aux troupes de l'OTAN. Ça coupera les pays baltes de l'OTAN physiquement, géographiquement, et c'est vraiment, dans les milieux baltes, c'est une inquiétude qui. Mais attention, c'est pas une route, c'est pas un endroit de passage. C'est un chemin de fer. On peut rien y faire. C'est un grillage entre. Voilà, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de passage possible pour les Russes d'être connectés avec Kaliningrad, qui est vraiment une extension. C'est ça le cœur. Il y a un chemin de fer qui alimente Kaliningrad.
Kaliningrad. Absolument. Et à plusieurs reprises déjà, la Lituanie a menacé de couper le chemin de fer. Et est-ce qu'il faut voir, selon vous, colonel, dans cette réunion d'urgence, une volonté... Oui, je pense que Kaliningrad, c'est vraiment un vrai sujet. Pourquoi ? Parce que quand on regarde une carte, c'est le vrai problème de Poutine. Quand il est coincé sur la mer Baltique, et le fait que les Suédois et les Finlandais aient rejoint l'OTAN, pour lui, on a otanisé la mer Baltique. Et vous croyez qu'il est en mesure, en position aujourd'hui, de tenter une forme d'offensive, qu'elle soit militaire ou autre, alors qu'on vient de décrire pendant une heure ses faiblesses ? Je suis encerclé à droite, je suis encerclé à gauche, attaquons. Alors ça, c'est une règle essentielle. L'offensive, on bouleverse, ce que vous disiez à l'instant, vous bouleversez tous les équilibres. Et encore une fois, les pays baltes sont des pays fragiles. Moi, je pense que Poutine mise sur un point, et là, M. Bureau est plus qualifié que moi pour le dire, c'est qu'il mise sur le fait que les Européens, en tout cas l'OTAN, ne bouge pas. Pourquoi ? Parce qu'on dit, voilà, on prend la Lettonie, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Alors non, mais c'est ce qu'a pensé Poutine. C'est sans doute le pari qu'il peut faire. Depuis 10 ans, au moins, j'étais à l'OTAN en 2008, les avions français défendaient le ciel des pays baltes en 2008 déjà. Oui, mais... Bon, des Mirages. Donc, et des Rafales maintenant. Kaliningrad, c'est l'endroit idéal pour faire monter la tension. Et justement, c'est la question que j'allais vous poser. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le comprendre aujourd'hui. Je le rappelle, Ankara, c'est la semaine prochaine, réunion majeure de l'OTAN. Est-ce que c'est une carte postale envoyée par Poutine justement à l'Alliance en disant, regardez, on est là et on ne va rien lâcher ? Oui, sans doute que ça peut être le message, mais je pense que la réponse de l'OTAN, c'est de dire on est prêt, et ça fait 15 ans qu'on s'entraîne et qu'on se prépare à une hypothèse. Mais effectivement, si l'OTAN était ne serait-ce qu'un peu déstabilisée par Poutine, l'OTAN réagirait, irait ? Je pense que sur les États baltes et sur la Pologne, il n'y aurait pas d'hésitation. Il n'y aura pas d'hésitation. Il y a juste une réponse, je vais jusqu'au bout, une réponse de quelle nature ? Ce sera une réponse, on va remonter les niveaux d'alerte, les niveaux de capacité d'interception. Il n'y aura pas un soldat russe qui passera la frontière, ça c'est sûr. Et vous pensez que plus... Pardon, Xavier, j'essaye d'avancer. Allez-y. Est-ce que vous pensez que chaque jour qui nous rapproche de cette réunion de l'OTAN, encore une fois, elle va être très importante, va être synonyme de montée en tension ? Les Russes peuvent jouer cette carte. Honnêtement, je pense que ça aura un effet très fédérateur des pays de l'Alliance. Au contraire, là où il peut imaginer les diviser ou avoir des États qui auront des états d'âme, je pense que ça produira l'effet inverse. Allez-y, Elisabeth. Juste, il faut pas oublier que l'OTAN est déjà là. Et hier, on est le 30 juin hier, il y a eu le groupe germano-néerlandais qui a pris le commandement justement à des forces entre la Lettonie et l'Estonie. Il y avait les deux présidents en grande pompe. Et on voit par exemple en Lituanie, la brigade allemande, il y a un renforcement, parce que c'est des tout petits pays, de la présence notamment otanienne, mais surtout des Européens dans ça. Donc ils vont faire face aussi à des troupes de chez nous. Oui, mais ça dépend de la menace. Non, de toute façon, quoi qu'il arrive, Poutine expliquera que l'OTAN va attaquer la Russie. Ça va être son propos constant avant Ankara, pendant Ankara, après Ankara, parce que pour lui, c'est une des rares justifications auprès du peuple russe. Mais, voilà, mais l'OTAN va nous attaquer. Voilà, parce que c'est ce dont on n'a pas encore parlé. Le message n'est peut-être pas à destination de l'extérieur, mais de l'intérieur, pour justifier encore une fois son opération spéciale alors que la société est en train de craquer. C'est ça l'idée. Pour Poutine, c'est toujours la faute de la CIA et la faute de l'OTAN. À chaque fois qu'il se passe quoi que ce soit, c'est la faute de la CIA, ça c'est l'ancien tchéquiste qui parle, et c'est la faute de l'OTAN, ça fait maintenant 20 ans qu'il explique que c'est la faute de l'OTAN. À plus forte raison, maintenant qu'il est acculé, il va effectivement expliquer à son peuple qu'on ne peut pas laisser l'OTAN attaquer la Russie. Alors j'ai une question bonus pour vous. Selon Bloomberg, la Russie reste une menace. Enfin, selon les renseignements suédois, et leurs propos rapportés par Bloomberg, la Russie reste une menace même après Poutine. Le régime russe devrait continuer à représenter une menace pour ses voisins bien après la fin du mandat de Vladimir Poutine. J'imagine que vous êtes 100% d'accord avec ça. Oui, avec une petite nuance. C'est que la situation aujourd'hui en Russie fait que si par extraordinaire Poutine cédait sa place, ses successeurs commenceraient par calmer le jeu. Ne serait-ce qu'à cause de la population russe. Sinon, ils ne pourront rien faire, les successeurs. Donc, de toute façon, on aura
enfin j'espère, on aura au moins un moment de répit, un moment de discussion, de négociation, mais pour répondre à terme, la Russie restera la Russie pendant les siècles qui viennent. Il ne faut pas non plus se faire d'illusions. C'est le chef des services de renseignement militaire suédois qui le dit précisément pour être complète. Jean-François Bureau, vous êtes d'accord avec ça ? Oui, je pense que le raisonnement, il part d'un constat, c'est que le système est tellement ossifié autour de la puissance militaire que, effectivement, même sans Poutine, ça sera l'épine dorsale du pays. Il n'en reste pas moins que ce qui s'est passé depuis 2022, c'est par exemple une dépendance de la Russie vis-à-vis de la Chine qui n'a jamais été aussi considérable. Et donc, aujourd'hui, sans la Chine, la Russie n'a pas de composants électroniques, n'a pas de chipset et sans technologie moderne dans des tas de domaines. Et donc, le pays que Poutine laisserait dans notre scénario, c'est un pays en état de déliquescence complète. Et c'est pas simplement les sous-marins et les missiles intercontinentaux et les armes nucléaires qui feront manger les gens. Colonel ? Oui, indéniablement, on est on est à la croisée des chemins. Et bien évidemment, la Russie, c'est la Russie. Moi, je pense, c'est une puissance majeure. Le problème, c'est que Poutine, on ne sait pas ce qu'il va faire. Donc cette incertitude, elle est centrale. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut être relativement prudent sur les scénarios qu'on va mettre en place. Maintenant, on peut penser qu'il y a une solution molle, parce que là, on parle que de solution dure. Mais peut-être que Poutine a une solution molle. On voit depuis 2-3 jours, il évoque la possibilité de faire appel éventuellement à Trump, aux Américains, pour entamer une négociation. Donc on voit qu'il est peut-être pas imperméable à une discussion. Elisabeth. Alors, il a l'air comme ça, tout en même temps accusant, par exemple, la semaine dernière, des Américains d'être derrière les attaques ukrainiennes. Donc, comme d'habitude, il faut se méfier. Et Trump, il a autre chose à faire. Enfin, l'Ukraine, comme disait Hélène, n'est pas la guerre des Américains. Il le sent pas. On est dans une année électorale. Il a déjà fait une autre guerre qui passe assez moyennement aux États-Unis en ce moment, et il va peut-être aussi se concentrer sur ce qu'il peut gagner, c'est-à-dire tout ce qui est en interne, notamment tout ce qui est lié à la coût de la vie. Xavier ? Moi, je pense que Poutine est vraiment à la croisée des chemins et que là, il cherche la solution et qu'il a énormément de mal à la trouver et que même il ne la trouvera pas. Parce que oui, la Russie a été une grande puissance, je suis d'accord avec vous, mais aujourd'hui, on a vraiment l'impression que, comme les États-Unis face à l'Iran d'ailleurs, l'hyperpuissance ne sert plus à rien. La force brute militaire dans les missiles, les avions, les Russes ne peuvent même plus survoler le territoire ukrainien quand même. On est quand même face à quelque chose qu'on n'aurait pas imaginé au début de cette guerre, mais ça peut durer extrêmement longtemps. On va avoir une lente chute de Poutine qui peut être précipitée par des événements qu'on n'imagine pas aujourd'hui. Merci beaucoup Xavier de Giacomoni, merci beaucoup Bernard Lecomte d'être venu encore une fois aujourd'hui. Merci beaucoup Jean-François Bureau, toujours passionnant de vous entendre également. Merci beaucoup Elisabeth Shepard-Selam, merci beaucoup Colonel Père de Jong. Merci à vous de nous regarder, toujours plus nombreux, je le rappelle, et vous nous écoutez également, et vous pouvez le faire en scannant, en flashant le petit QR code qui est juste en bas là de l'écran, et vous nous retrouvez sur toutes les plateformes habituelles, Deezer, Spotify, Apple Podcast. N'hésitez pas, nous en serons heureux. J'ai un autre rendez-vous à vous donner, c'est sur LCI. Marine Le Pen est l'invité exceptionnel de Darius Rochebin à quelques jours d'une décision de justice décisive pour elle et pour l'élection présidentielle. Elle a choisi LCI pour se confier. Marine Le Pen face à Darius Rochebin, c'est donc tout à l'heure sur LCI à 21h.